ministre de l'Intérieur Christophe Castaner équipe ses policiers de caméras pour éviter les bavures. Une mesure artificielle alors que le gouvernement ment ouvertement sur le nombre de blessés lors des manifestations. Après une première expérience ratée en 2018, la plateforme Parcoursup a officiellement rouvert ses portes mardi. Une nouvelle formule corrigée qui n'efface pas les inquiétudes des futurs bacheliers. Alors que Bruxelles ne parvient pas à trancher sur la question de la taxation des géants du numérique, la Commission a laissé entendre que le principe d'unanimité pour les votes concernant la fiscalité pourrait être abandonné, un tournant qui en dit long. Madame, monsieur, bonsoir. Une nouvelle mesure gadget pour Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses caméras piétons pour équiper les policiers munis d'un pistolet lanceur de balles, un équipement censé éviter les bavures. Olivier Frère-Jacques. Donc j'ai demandé que dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Ça peut aussi avoir une vertu pédagogique. Ça en a une préventive au quotidien pour nos policiers qui, confrontés à des agresseurs, la caméra piéton a une vraie vertu. Dès que j'en parle avec des policiers, ils me confirment cela. Mais je souhaite qu'à partir de samedi prochain, et je vous l'annonce, l'ensemble de nos forces de sécurité qui utilisent le dispositif armes de défense LBD soient équipées de vidéos et de systèmes de caméras piétons et qu'elles soient actionnées à ce moment-là. Équiper les LBD de caméras piétons, c'est la nouvelle bonne idée du ministre de l'Intérieur énoncée à l'Assemblée nationale mardi en commission des lois. Pour rappel, les LBD sont des lanceurs de balles de défense, plus communément appelés flashballs. Ces armes sont utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre et sont au cœur des récentes polémiques concernant les manifestants blessés lors des mobilisations des Gilets jaunes. Dès samedi prochain, pour l'acte 11 des manifestations, ces LBD seront équipés de caméras qui devront être activées, mais seulement en cas de conditions dites normales et pas en cas d'agression. Un champ d'action laissant beaucoup de place à la subjectivité. Difficile de savoir ce qu'est une situation normale lors d'une manifestation. Difficile également de savoir ce que le ministre entend par agression. Ajoutez à cela la formule introductive de Christophe Castaner qui veut équiper les fusils dans toute la mesure du possible. La mesure du possible sera probablement variable et en cas de bavure, le recours aux vidéos sera probablement écarté au motif de l'absence d'équipement ou d'une hypothétique agression qui ne pourra donc pas être corroborée par les images. Une mesure pas vraiment convaincante et qui vient compléter la prestation surréaliste du ministre de l'Intérieur lors de la commission des lois. Jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. Le premier flic de France n'a ainsi pas hésité à en faire trop pour défendre ses hommes, quand bien même des centaines de vidéos démontrent le contraire. Allez, vous attaquez! Tenez la ligne! Oh, il me tabasse, putain, mais il me tabasse! Pas de pute! Arrêtez! Arrêtez! Non, arrêtez! 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 La prochaine fois, je vous sèche. Wow. Dégage. Wow. Wow. Vous cassez les couilles. Rien à foutre. Une manifestante qui refusait de s'éloigner en fait les frais. Au mensonge gouvernemental sur une prétendue absence de coups portés en premier par les forces de police s'ajoute une appréciation des chiffres un peu particulière. Selon les dossiers qui me sont remontés, 4 personnes ont été frappées violemment à la vision. On parle de perte d'œil, je préfère pas reprendre ce terme-là, mais il y a actuellement 4 personnes. 4 blessés à la vision, des chiffres complètement faux, largement démentis par les médias et surtout sur les réseaux sociaux où les images d'individus blessés ou qui ont perdu un œil sont légion. Au-delà des chiffres pipés, le ministre Castaner donne une véritable leçon de novlangue, refusant de parler d'individus éborgnés ou ayant perdu un œil, mais seulement de personnes ayant subi des atteintes graves à la vision. Une attitude qui pourrait une nouvelle fois mettre de l'huile sur le feu. Côté gouvernement, difficile de savoir si l'ensemble de la prestation du ministre était prévu ou si ce dernier est en roue libre. Connu pour son passé obscur et une certaine proximité avec le milieu, pas vraiment à la hauteur des événements, Christophe Castaner pourrait bien ne pas survivre à la crise des Gilets jaunes.
Parcoursup fait son grand retour après une première expérience en 2018 marquée par de nombreux dysfonctionnements. La plateforme d'admission post-bac a rouvert mardi au plus grand malheur des lycéens. Thibaut Bastide. C'est reparti pour Parcoursup. La plateforme d'orientation post-bac a officiellement rouvert ses portes mardi avec son lot d'inquiétudes. Lancé en grande pompe l'année dernière, le portail d'admission avait connu une première expérience mouvementée. En cause, de nombreux dysfonctionnements. À l'issue de la phase de proposition, des dizaines de milliers de lycéens s'étaient retrouvés dans d'interminables listes d'attente dont certains n'ont jamais vu la fin, se retrouvant ainsi sans orientation au moment de la rentrée. Face au tollé provoqué par cette première expérience ratée, le ministère de l'Enseignement supérieur a tenté de corriger le tir avant l'ouverture de la session 2019. Ainsi, quelques modifications calendaires ont été apportées. Dans le détail, les lycéens ont jusqu'au 14 mars pour s'inscrire et formuler leurs vœux, alors que la phase d'admission dans les établissements se déroulera du 15 mai au 19 juillet. En clôturant cette phase mi-juillet au lieu du 5 septembre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, estime que plus de 97% des affectations seront définitives avant la fin du mois estival. Hormis le calendrier resserré, de nombreuses nouveautés ont également été mises en place sur Parcoursup. Parmi elles, l'arrivée d'un répondeur automatique permettant aux candidats de classer leurs vœux en attente à partir du 25 juin, juste après les épreuves écrites du baccalauréat. Si l'objectif est clairement d'accélérer la procédure et de la rendre moins anxiogène pour les candidats, le doute quant à la réussite de cette nouvelle formule reste permis. En effet, malgré les grands coups de communication du ministère, l'expérience 2018 reste bien ancrée dans les esprits des futurs bacheliers. D'ailleurs, plus de la moitié des 800 000 candidats avouent être stressés par la procédure avant même son ouverture. Manque de simplicité, de pédagogie et d'accompagnement, les inquiétudes ne manquent pas. Pourtant, les futurs candidats n'en restent pas moins assez sûrs des vœux qu'ils souhaitent demander. Comprendre, les étudiants ne font pas confiance au système Parcoursup et préfèrent s'en remettre à leurs propres compétences. Des doutes tout à fait logiques au vu de l'enjeu de cette plateforme pour leur avenir immédiat. Cependant, le milieu pédagogique l'assure, les failles du millésime 2018 ne devraient pas se reproduire. Supposons qu'il faudra plus qu'un conditionnel pour rassurer efficacement les bacheliers. L'Union européenne est-elle en passe de revoir un de ses principes clés? Alors que Bruxelles peine à s'accorder pour taxer les GAFA, la Commission propose d'abandonner progressivement le principe d'unanimité. Une bonne chose? Pas sûr. Si on veut de l'harmonisation fiscale et sociale, c'est un combat pour moi depuis longtemps, on ne peut pas le faire tant qu'on a l'unanimité à 27. Vous trouverez toujours un pays membre de l'Union européenne pour bloquer une avancée. Unanimité versus uniformité. En matière fiscale, l'Union européenne achoppe sur la mise en place de règles fiscales partagées. Dernier échec en date, le projet de taxation des géants du numérique, toujours en pointe quand il s'agit d'optimisation des profits. Face à cela, des pays de l'Union européenne avec des intérêts bien divergents. En octobre dernier, quand la France et l'Allemagne parvenaient à s'accorder sur la taxation des GAFA, l'Irlande, les Pays-Bas, la Finlande et la République tchèque ont rapidement formé un front pour refuser la taxe. Et pour cause, sans leurs règles fiscales particulièrement arrangeantes, ces pays deviendraient tout de suite beaucoup moins attractifs et ils ne comptent pas dire au revoir à ces firmes. Une démonstration nouvelle de l'UE qui fonctionne à deux vitesses à tous les niveaux. Car face au désaccord, Bruxelles est pour le moment bel et bien bloquée. En effet, en matière de règles fiscales, chaque décision doit être votée à l'unanimité par les 28 pays membres du Conseil. Ainsi, chaque nation dispose purement et simplement d'un droit de veto. Pour pallier ce problème, la Commission, Pierre Moscovici en tête, avance donc de plus en plus vers un abandon de l'unanimité. Dans ce cadre, une clause passerelle prévue par les traités permet de passer à la majorité qualifiée. Pour autant, cette clause passerelle doit elle-même être votée à l'unanimité. Comme nous l'explique l'économiste Philippe Murer, il y a donc peu de chances que cette solution voie le jour, puisque là encore, les pays considérés comme des paradis fiscaux n'ont aucun intérêt à valider un tel processus. Selon Philippe Murer, si l'affaire de la taxe sur le numérique est un véritable jeu de rôle, la pression pourrait toutefois infléchir la rigidité bruxelloise. Effectivement, sur la taxe sur les GAFA, pour moi, on est plutôt dans un jeu de rôle, parce qu'en fait, tout le monde sait qu'il est impossible de taxer correctement les GAFA au sein de l'Union européenne. Première chose, à cause de la règle de fiscalité qui permet de protéger le Luxembourg, qui permet que le Luxembourg aille piller la France de ses recettes qu'elle devrait avoir à cause de l'exercice d'activité des GAFA
en France, mais il n'y a pas que le Luxembourg, il y a aussi l'Irlande, les Pays-Bas qui jouent là-dessus, et donc il est absolument impossible de les empêcher. La liberté de commerce donc fait ça, et puis il y a aussi la règle de fiscalité donc qui empêche complètement d'adopter des fiscalités. Alors peut-être qu'il y aura une exception cette fois-ci parce que la pression est tellement forte, que les injustices sont tellement énormes que peut-être que l'Union européenne dérogera à ses propres règles pour une fois et laissera les États taxer très légèrement Google, Facebook, Apple, etc. Un début de retour à la souveraineté fiscale qui montre bien l'impuissance de l'Union européenne, à minima sur ces questions. Une disposition qui pourrait peut-être constituer un précédent. Ça serait du domaine du rêve, mais l'Union européenne, c'est plutôt du domaine du cauchemar, si j'ose caricaturer ainsi. Je pense qu'elle est très plastique et quand elle voit que son projet rencontre beaucoup trop d'obstacles, elle recule temporairement, mais c'est pour mieux avancer par la suite. Je vais vous donner un exemple sur le traité de transatlantique. Le traité entre l'Union européenne et les États-Unis, il était tellement mal vu par les citoyens qu'elle a su reculer, ce qui ne l'empêche pas de faire tout un tas de traités par ailleurs qui sont beaucoup plus invisibles aux yeux des citoyens européens. Vous l'avez donc compris, ce recul de l'UE permettant de laisser l'initiative aux États pourrait in fine faire plus de mal que de bien en abandonnant le principe d'uniformisation des taxes, de quoi renforcer encore un peu plus la concurrence déloyale. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Des dreadlocks au ministère suédois de la Culture. À 38 ans, Amanda Lind succède à Alice Bah Kuhnke, candidate au Parlement européen et devient ministre de la Culture du nouveau gouvernement suédois. Élue secrétaire du parti Les Verts en 2016, cette psychologue de formation à la coiffure douteuse fait volontiers part de son goût pour la reliure à l'aiguille, la flûte à bec et la spiritualité populaire et respectée. Amanda Lind a tout pour devenir le symbole d'une Suède toujours plus tolérante et multiculturelle. Marion Maréchal Le Pen de l'ICEP à Oxford, invité à débattre par une association étudiante de la prestigieuse université britannique, l'ancien député de Vaucluse a dressé un parallèle entre la crise des Gilets jaunes et le Brexit. Pendant son discours d'une vingtaine de minutes en anglais, la directrice de l'ICEP a appelé à la formation d'une nouvelle élite qui se reconnecterait avec le peuple, écartant par la même occasion l'idée d'un Frexit. Cependant, la conférence de Marion Maréchal Le Pen a été mouvementée. Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés pour dénoncer sa présence. En février 2015, plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté à Oxford contre la venue de Marine Le Pen. Coup de tonnerre chez General Electric. Fin 2018, Larry Culp, le PDG du géant américain de l'énergie, a lancé des procédures de rupture conventionnelle collective pour organiser le départ dit volontaire de 470 salariés de la division énergie en France. 149 postes seraient concernés chez Power Conversion France, 90 chez Grid, ainsi que 229 chez Alstom Power System, dont 146 à Belfort. D'après les syndicats, les premiers départs pourraient être enregistrés dès le mois d'avril. Rappelons qu'en 2015, lors de la vente d'Alstom à General Electric, faite avec la bénédiction et l'aide précieuse d'Emmanuel Macron, l'industriel américain avait promis la création de 1000 emplois en France. Épisode inédit dans la saga de l'aéroport de Toulouse. Les actionnaires chinois du 3e aéroport régional français se sont réunis hier mardi dans le consortium Casil Europe afin de vendre leur participation. La politique de redistribution des dividendes crée des conflits entre le groupe Casil, détenteur de 49,9% des parts de l'aéroport de Toulouse-Blagnac depuis sa privatisation en 2014, et l'État qui a conservé 10,1% du capital. Alors que les Chinois avaient acquis l'aéroport pour 308 millions d'euros, ils cherchent désormais un acquéreur pour la somme de 500 millions d'euros. Le PSG condamné mardi. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a condamné le Paris Saint-Germain à une amende de 100 000 euros après l'affaire de fichage ethnique. Entre 2013 et 2018, les recruteurs du club parisien auraient inscrit sur les fiches d'évaluation de jeunes joueurs leur couleur de peau. La commission de discipline a considéré que ce fichage ethnique n'avait cependant pas servi à discriminer défavorablement les joueurs. Le club qatari reste toutefois sous la menace de sanctions plus lourdes. L'enquête du parquet de Paris, ouverte il y a 2 mois pour des soupçons de discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité, est toujours en cours. Les recherches se poursuivent pour retrouver le footballeur Emiliano Sala et les passagers de l'avion disparu dans la Manche. 48 heures après la disparition de l'avion, l'Argentin n'a toujours pas donné signe de vie. Alors que les espoirs de survie sont minimes, les recherches ont repris ce mercredi. Avant le décollage, Emiliano Sala avait adressé un message à ses proches dans lequel il faisait part de son inquiétude quant à l'état de l'avion.
L'ombre plane toujours au-dessus du présumé viol au 36 quai des Orfèvres. En plein déroulé du procès, la version de la victime présumée est mise à mal par une vidéo tournée dans un bar lors de cette soirée. Sur cette dernière, la Canadienne, très alcoolisée, ne semble pas repousser les deux policiers et échange même plusieurs baisers avec l'un d'entre eux. Selon le témoignage d'une serveuse, la plaignante était au courant des intentions des deux policiers du 36 quai des Orfèvres. Suite à ces témoignages, la Canadienne aurait répondu ne pas se souvenir de ce moment. Marlène Schiappa se compare à Galilée, vivement critiquée au Sénat, dans les médias et sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa participation à l'émission Balance ton poste, consacrée au grand débat national en duo avec Cyril Hanouna. Le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a défendu sa démarche en osant un parallèle historique douteux. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit. D'abord, je vais répondre sur la dernière partie et au risque de paraître immodeste, les sondages d'opinion ne m'indiquent pas comme étant quelqu'un d'impopulaire auprès de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Malheureusement pour le ministre, ce n'est pas Galilée qui a découvert que la Terre était ronde. On le savait déjà depuis l'Antiquité. Galilée a défendu l'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le Soleil est le centre de l'univers. Thomas Pesquet décroche un nouveau billet pour l'espace. L'astronaute français pourrait effectuer un nouveau voyage à bord de la Station spatiale internationale fin 2020. La participation de l'ingénieur et pilote de ligne devrait se discuter dans les prochains mois avec la NASA pour définir le cadre de l'opération. Thomas Pesquet a déjà effectué un voyage spatial de 6 mois à bord de la Station internationale entre la fin de l'année 2016 et le début de 2017. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. L'écrivain Mathieu Falcon nous présente son premier roman, Un bon samaritain, publié chez Gallimard. Je trouve ça totalement aberrant. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à fonctionner intellectuellement, à demander tout et l'inverse de tout. Et finalement, ce sont pour moi, d'une certaine manière, des esclavagistes, parce que c'est eux qui font venir, enfin c'est le problème de cet état d'esprit ultra-libéral, alors que c'est ce qu'ils dénoncent, mais le fait de n'avoir pas de frontières, de faire venir toute la misère du monde pour l'exploiter, je ne comprends pas comment ils arrivent à le justifier. Parce que finalement, tous ces Africains qui viennent, enfin tous, pour une bonne partie, qu'est-ce qu'ils vont faire en France, qu'est-ce qu'ils feront en Europe? Pourquoi est-ce qu'on les fait venir sinon pour avoir de la main-d'œuvre pas chère enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les accueillir. Oui, c'est ce que vous dites à un moment. Voilà, ils quittent la pauvreté pour trouver la misère, pour trouver des métiers ingrats, très durs. Ouais. Donc en fait, est-ce que finalement ils sont peut-être moins pauvres dans leur pays d'origine quand ils arrivent en France, c'est-à-dire qu'on va les nourrir. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'ils font? Également au programme de votre soirée Perles de culture, Anne Brassier vous conseille les films Edmond, l'heure de la sortie et Une affaire de famille. Philippe Bornet présente ensuite son dernier ouvrage, Demain, la dictature, et puis tout de suite une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combas, puis une chronique de François Billot-de-Lochner, Mes libertés politiques. À présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. C'est une histoire vraie, comme toujours, qui met bizarrement Campagnol à cheval sur la Californie et qui montre à quel point notre système est tombé sur la tête puisqu'il est en train de dégoûter les gens qui l'avaient choisi dans les années 90. J'ai croisé pendant les fêtes chez des amis de Campagnol une fille nommée Karen, une femme de 40 ans, très belle, je veux dire plantureuse, coiffée comme dans les feux de l'amour, vous savez, que j'avais vue 2 fois au temps de sa splendeur, une Californienne mariée puis divorcée à Montpellier, 2 grands-enfants, qui fait du chant lyrique, du chant d'opéra, de la musique ancienne aussi. Elle joue du piano et du clavecin, mais ses qualités d'interprète ne sont pas suffisantes pour qu'elle ait pu faire carrière dans un orchestre donc elle s'est orientée vers l'enseignement de la musique parce qu'il fallait bien vivre. Et donc depuis au moins 10 ans, elle végète dans un petit appartement de Montpellier entre la pension alimentaire, les soins de ses 2 garçons, les cours de musique qu'elle parvient à donner de temps en temps pendant 2 ou 3 mois en remplacement dans des écoles privées.
Mais là, juste avant les fêtes, au mois de novembre, sa meilleure amie qui habite Campagnol me dit « Ah, mais ça me fait de la peine, Karen est aux États-Unis depuis 1 mois, c'est moi qui lui ai payé le billet d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas un rond. Elle a trouvé un remplacement de 2 mois assez bien payé à Santa Barbara, dans un collège, elle habite chez son frère, j'ai l'impression qu'elle ne reviendra plus, elle trouve que la vie en France est trop difficile. » J'ai répondu quoi? Après 25 ans, avec 2 enfants français, mon ami local me raconte qu'en plus, comme si c'était le symptôme principal de sa déchéance personnelle, elle s'est mise à aimer Trump, parce qu'au moins, il donne du boulot aux gens, dit-elle. Cette amie m'a promis qu'avant Noël, elle allait l'inviter pour le 31 et m'inviter aussi afin que je puisse l'interroger. En fait, tacitement, elle voulait que je dissuade cette Karen d'abandonner la France, ses enfants, etc. et que je trouve les arguments nécessaires pour la retenir parce qu'elle ne voulait pas perdre sa meilleure amie, tout simplement. Alors pendant les fêtes, comme j'avais promis, j'ai interrogé Karen sur son remplacement aux États-Unis et je lui ai demandé ce qui pouvait lui faire préférer ce monde qui était devenu quand même pour elle assez lointain culturellement. Elle passait son temps à déplorer le niveau lamentable de ses compatriotes américain. Elle m'a dit plusieurs fois à table que la culture musicale là-bas était absolument zéro. Il faut dire qu'elle était spécialiste de musique baroque et que le marché est assez étroit dans ce domaine. Mais elle a précisé justement, même avec des compétences très étroites, je trouve du boulot là-bas en 1 semaine, tandis qu'ici, ça fait 2 ans que les collèges et les lycées refusent de m'employer autrement qu'en tant que remplaçante parce que j'ai pas le CAPES. Et que j'ai pas une seule salle à la mairie pour donner des cours particuliers. Le conservatoire me méprise. Mais je vais te dire, la principale raison pour laquelle j'ai envie de tout plaquer pour me réinstaller là-bas en Californie, c'est qu'ici j'ai peur. Et là-bas, non. Alors je lui demande avec une fausse naïveté, mais peur de quoi? Elle me répond, peur déjà de ne pas m'en sortir. Et là, nous étions le 1er janvier, elle m'a dit, je comprends très bien pourquoi les gilets jaunes sont dans la rue. Eux aussi, ils sont piégés par ce système que je ne peux plus supporter. Ils font la queue pendant des heures pour avoir un papier qui leur permettra de toucher leurs 540 € après 2 ans de Pôle emploi. Moi, comme claveciniste, on m'a proposé de faire aide charcutière chez Intermarché. Si j'ai bien compris, l'année prochaine, si tu refuses, tu vas être radié. Alors, je donne pas cher du statut d'intermittent du spectacle dans ces conditions. Et en même temps, rien en France ne se fait au mérite. Aux États-Unis, à chaque fois que je fais un concert, j'ai 2 propositions. En France, on me demande si j'ai un diplôme. Donc là, en 2 mois de remplacement à Santa Barbara, j'ai 3 propositions super bien payées parce que des gens ont simplement vu une de mes classes filmées sur YouTube. Donc je lui ai dit, mais donc tu as peur du chômage, c'est ça? Elle a répondu, mais pas seulement. Elle avait un peu bu, donc elle m'a avoué qu'elle avait aussi peur dans la rue. Ici, en France, une femme seule, me dit-elle, surtout un peu marquée américaine, je veux dire bien dans sa peau, avec un t-shirt moulant sur une petite veste, n'est jamais tranquille. Elle se fait suivre, en voiture c'est encore pire. En fait, tout ce que j'aimais en France il y a 20 ans quand je suis arrivé a disparu, j'ai l'impression que c'est devenu le Bronx. Et là, elle est partie sur Trump, ce qui m'a paru étonnant, même si j'avais entendu dire que la presse, la nôtre, la leur, était plus sévère que le peuple de base à son sujet. Là, j'en avais l'illustration. C'était comme une radiographie. Elle m'a dit, en fait, Trump aux États-Unis, il défendrait les gilets jaunes et Macron serait vu tout de suite comme un partisan d'Hillary. Des Macron, chez nous, il y en a plein les bureaux. Il est aussi vulgaire que le loup de Wall Street. Je ne sais pas si tu as vu le film de Scorsese, mais c'est exactement ça. J'ai encore objecté, quand même, Trump est assez vulgaire aussi, non? Non, il est grossier et caractériel, mais il plaît à l'Amérique de Forrest Gump. On l'imagine en train de conduire son pick-up avec son fils entre les genoux. Et moi, je le vois comme un grand-père un peu con, mais il me rassure, tandis que Macron, lui, est terrifiant, comme un type de 16 ans qui aurait volé une Porsche et qui t'aurait dit de monter. Après, je me souviens plus très bien de ce qu'elle a dit, mais cette dernière image m'a quand même frappé. Vous aussi, sans doute. Abonnez-vous, merci. Lorsqu'il y a un krach boursier, nous sommes en général en haut d'un cycle économique. Et le cycle économique commence à ralentir, à trébucher, et c'est à ce moment-là que les investisseurs commencent à perdre pied, à perdre confiance, vendent des actions à grande échelle, et le krach boursier est à l'horizon. Aujourd'hui, il est sûr que l'économie mondiale trébuche. Je ne vais surtout pas vous assaillir de chiffres, je vais vous parler simplement de 3 éléments très connus. Aux États-Unis, les taux commencent à monter très sérieusement et c'est un signe que la masse monétaire va être régulée un petit peu plus sérieusement. Donc, c'est un premier signe inquiétant. Deuxième signe inquiétant, la Chine, que l'on croyait si solide, est particulièrement endettée, ses banques sont très fragilisées et sa croissance tend à diminuer.
Et puis troisièmement, l'Europe a une croissance qui est en berne. Et donc, on peut imaginer que cette croissance, dans les conditions actuelles, ne peut en aucun cas redémarrer. Et l'on voit bien que les investisseurs, aujourd'hui, commencent à prendre peur. Si l'on prend 3 indicateurs, Wall Street, la bourse américaine a perdu en 2 mois environ 10%. Ça n'est tout de même pas rien. Les banques françaises, ça c'est un très bon indicateur, les banques françaises. Les banques françaises, depuis le début de l'année, ont perdu le quart de leur capitalisation boursière. Ça, c'est un signe extrêmement inquiétant. Et puis, un troisième élément qui est, à mon avis, dramatique, c'est la situation de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank est une banque gigantesque. Le total de bilan de la Deutsche Bank représente 75% du produit intérieur brut allemand. Ce qui veut dire que quand la Deutsche Bank tousse, le monde entier s'enrhume. Or, la Deutsche Bank est dans un état calamiteux et c'est pratiquement une banque en faillite. Donc, on voit bien que la situation actuelle est particulièrement explosive. Il suffirait d'une petite étincelle. On ne sait pas d'où viendra cette étincelle, mais très objectivement, il est tout de même probable que l'année 2019 soit une année assez noire sur le plan économique en général et se traduise par un krach un petit peu général des bourses, mais aussi de l'immobilier et des actifs mondiaux en général. Cela dit, bonne soirée quand même et je vous dis à très bientôt.